un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Robert Marconis, professeur à l'Université Le Mirail, pour un ouvrage qui sort aux éditions Priva, 150 ans de transport public à Toulouse. Et c'est vrai que les transports, c'est souvent un enjeu sociétal, mais aussi un enjeu économique. Robert Marconis, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi avoir choisi justement de vous pencher sur ces 150 histoires au travers du transport ? Je vous dirais que j'ai commencé il y a fort longtemps à étudier les transports, un regard assez nouveau. Je crois que j'ai commencé en 1972, c'est-à-dire au moment de la création de la SEMVAT, la reprise en main par les collectivités territoriales des transports publics, et puis ça était un sujet d'étude. Et il se trouve qu'à plusieurs reprises, Tisséo, sous des présidences différentes, m'a demandé de contribuer à des ouvrages. Et celui-ci était le dernier dans lequel j'ai réinvesti avec Julie Vivier un certain nombre d'acquis de mes travaux déjà anciens. Donc j'ai toute la mémoire du développement des transports publics à Toulouse. On a l'impression, Robert Marconis, quand on se penche sur votre ouvrage, que finalement, derrière cette histoire des transports publics, c'est toute l'histoire de Toulouse que l'on retrouve. Absolument. Depuis les premiers omnibus à chevaux, 1863, et jusqu'à la mise en service de la ligne de tramway dans les prochains mois, c'est toute l'histoire de la ville qui est retracée, avec des rapports un peu curieux, parce que dans un premier temps, avec les tramways électriques, la ville s'est façonnée autour des transports. Époque idéale où les lignes de tramway étaient tracées dans la campagne et dans la banlieue et où la ville suivait. Puis ensuite, la ville s'est façonnée dans l'indifférence complète des transports collectifs avec la montée de l'automobile. Et puis ensuite, on revient donc avec une politique urbaine qui privilégie les transports collectifs. Et l'enjeu de demain, c'est d'essayer de construire une ville qui soit agréable à vivre, mais qui puisse être desservie par les transports collectifs sans retomber dans les erreurs du passé. Alors, en tous les cas, Robert Marconis, c'est un ouvrage dans lequel, finalement, vous rendez un peu hommage à tous les acteurs du transport public, à la fois, bien sûr, aux responsables politiques, qui ont toujours été quand même des acteurs importants dans la vision qu'ils ont pu avoir, bonne ou moins bonne, de la question des transports, mais aussi les entrepreneurs, les gestionnaires, ceux aussi qui ont travaillé, les travaux publics, les techniciens, les conducteurs. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même que le transport est devenu un enjeu politique important. Est-ce qu'il a toujours été ? Il l'a toujours été, mais dans les années 60, c'était l'automobile. Il fallait adapter la ville à l'automobile et on a supprimé les tramways en 1957 parce qu'ils gênaient la circulation automobile. Et puis, adapter la ville à l'automobile, ça se révélait impossible, sauf à la défigurer complètement. D'où l'idée de remettre du transport dans un espace urbain. Et les politiques, là, ont joué un rôle majeur. Alors, fallait-il arbitrer entre le transport individuel et le transport collectif ? Il faut juger l'action de nos élus, de nos décideurs, dans le contexte de la prise de décision, et pas avec notre regard d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on me dit on va mettre la rue d'Alsace piétonne. Or, c'est précisément parce que c'était impossible et politiquement, et ça ne passait pas dans l'opinion, qu'au début des années 80, on a choisi de passer dessous avec le métro de façon à laisser la circulation de surface aux automobiles. Beaucoup de maires qui avaient joué la carte à ce moment-là du tramway, que ce soit à Nantes, que ce soit à Grenoble et à Strasbourg, il s'en est fallu de peu, ont été battus. Et s'ils avaient fait un référendum, il n'y aurait pas eu de tramway au sol. Donc il y a des arbitrages qui ont été faits et on ne peut juger des choix qui ont été faits qu'en se remettant bien dans le contexte. Et c'est un petit peu notre propos dans ce livre, resituer les choix dans le contexte de l'époque. Alors, si on reprend justement le contexte d'aujourd'hui, avec la vision et l'étude que vous avez pu porter sur ces 150 ans d'histoire de transport public à Toulouse, on se situerait sur quel type d'époque ? Dans une époque de grande transformation,
Comment vous jugez cette époque aujourd'hui? Alors il y a deux enjeux. L'idée, c'est que désormais, pour des raisons diverses, le discours remettre du transport collectif et chasser l'automobile de la ville est un discours qui passe mieux aux yeux de l'opinion. Et on a à gérer un héritage, c'est-à-dire remettre du transport collectif dans une ville qui a été fabriquée par l'automobile, et là c'est souvent mission impossible. Hein. On ne va pas contre un tissu urbain qui n'a pas été fait pour le transport collectif et contre des pratiques individuelles qui ont été autour de l'automobile. Et puis ensuite, il y a l'enjeu de l'urbanisation à venir, c'est-à-dire essayons de faire en sorte qu'on fasse une urbanisation, en particulier en périphérie, compatible avec de futurs transports collectifs. Autrement dit, si je résume, dans l'époque antérieure, années 60 jusqu'à la fin des années 90, on faisait la ville. Et on s'interrogeait ensuite sur l'éventualité d'y mettre du transport collectif. Et désormais, les deux éléments, politique urbaine et politique de transport, doivent être couplés. Et les documents d'urbanisme actuels imposent justement que, si on emploie des mots barbares, le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire la planification de l'espace urbain demain, soit compatible avec un plan de déplacement urbain. Donc, ne plus séparer urbanisme et transport, c'est quand même l'enjeu de demain. Robert Marconys, quand vous regardez aujourd'hui les différents échanges sur des débats qui ont pu avoir lieu ces derniers mois, notamment le prolongement de la ligne B, métro ou pas métro, la Beige, qui sont devenus de véritables joutes politiques, quelle est votre perception ? Eh bien, écoutez, je dirais que les choix dépendent de la façon dont on va faire la ville et dont on va la gérer. On sait très bien que dans les zones très denses, on peut mettre du Val. L'équipement est encore rentable. Donc, vers la Beige, étant donné le pôle d'emploi, l'idée de prolonger la ligne B du métro, c'est dans le domaine des choses possibles, si je puis dire. Ensuite, pour desservir des quartiers moins denses que ceux qui sont déjà desservis, l'investissement en Val est sans doute trop lourd. Donc, dans des densités relativement faibles, sur de grands axes, mais des densités quand même suffisantes, là, l'investissement tramway se justifie. Sachant que, grosso modo, l'investissement d'1 kilomètre de Val correspond à 4 kilomètres de tramway. Dans des zones un peu moins denses, c'est le bus en site propre. Et dans des zones encore moins denses, c'est sans doute le transport à la demande. Donc il y a une espèce de hiérarchie. On ne peut pas investir, les budgets étant limités et les charges étant ce qu'elles sont, des transports lourds dans des zones qui, en fait, ne le justifient pas. Donc faites-nous des villes denses, mais pas trop denses pour être vivables quand même, et des villes dans lesquelles on puisse mettre du transport collectif. C'est une espèce de contrat, en fin de compte, entre ceux qui font la ville, qui prennent des décisions, et ceux qui gèrent le transport. On a une idée à Toulouse, un peu pionnière, de contrat d'axe. Sur des axes, on dit au maire, densifiez, localisez vos activités et on vous amènera du transport collectif. Et donc les choix, au-delà des querelles politiques ou politiciennes, sont des choix quand même qu'il faut rationaliser. Robert Marconys, derrière ces enjeux politiques, il y a aussi des enjeux économiques. Finalement, on sait que les politiques de transport public coûtent cher. On sait ici par exemple qu'une autorité comme Tisséo est aujourd'hui relativement très endettée. Est-ce que justement on peut dire que l'histoire du transport public, elle est aussi corrélée à l'enjeu économique et au modèle économique utilisé ? Oui, certainement. Le Tisséo endetté, il faut quand même bien voir que une partie des recettes de Tisséo vient de la taxe versement transport versée par les entreprises et les administrations qui emploient plus de 9 personnes. Et c'est grâce à ce versement transport qu'on a pu réaliser l'investissement de la ligne A et celui de la ligne B. Autrement dit, l'endettement, c'est parce qu'on a construit une ligne sans augmenter la fiscalité et on a gagé le remboursement des emprunts sur le versement de transport. Donc effectivement, on a asséché la trésorerie versement de transport pour quelques années. Et si on veut faire encore plus ou plus vite, il faut trouver d'autres sources de revenus ou alors faire en sorte qu'on ne privilégie plus les équipements lourds au profit d'équipements plus légers. La grande inconnue étant quand même, est-ce que nos compatriotes répondront à ce vœu, parce que
En matière d'urbanisme, moi j'ai appris à être très modeste en regardant ce qui s'était fait. On ne fait pas le bonheur de la population malgré elle, et qui nous dit que même si on multiplie les lignes de tramway, la population viendra sur ces lignes de tramway, acceptera de passer d'un mode à l'autre, ou est-ce que elle continuera à aller s'établir très loin, à utiliser l'automobile, à ne plus fréquenter peut-être le centre-ville, à se créer de nouveaux centres autour des hypermarchés de périphérie et de leurs galeries commerciales. C'est la grande inconnue, donc c'est un pari. C'est un vrai pari. Merci en tous les cas, Robert Marconis. Merci, professeur, pour cet ouvrage aux éditions Privas, 150 ans de transport public à Toulouse. Aux éditions Privas, c'est un livre passionnant qui retrace toute l'histoire du transport public dans notre ville. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.